Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de On se dit tout. Aujourd'hui, je reçois une invitée exceptionnelle, mais exceptionnelle. Lorsque vous allez entendre son parcours, vous allez vous rendre compte à quel point elle est exceptionnelle. Notre présentatrice vedette du journal télévisé sur la télévision nationale, Kadiatou Kaba, mais elle est bien plus qu'une journaliste, elle est entrepreneur, elle est aussi écrivaine, ladies and gentlemen. Elle est aussi créatrice d'événements. Je ne vais pas dérouler tout son parcours, je vais la laisser faire sa propre présentation, mais en tout cas je suis très contente et très ravie de la recevoir dans ce tout nouveau épisode de On se dit tout. Et aujourd'hui le thème c'est jeunes et femmes au sommet, comment naviguer les préjugés dans les milieux professionnels. Et aujourd'hui on va parler de l'administration publique parce que tu es quand même, tu travailles dans l'administration publique, présentatrice du journal télévisé national, considérée comme l'administration publique. Mais avant de parler de tout ça d'abord, et à préciser, c'est la plus jeune. C'est-à-dire, je ne suis pas empressée de dire ça, je ne te laisse même pas dire ça. Laisse-moi faire le atalakou là, s'il te plaît. Kadiatou Kaba a présenté le journal télévisé à l'âge de 21 ans, ladies and gentlemen. D'abord, c'est la plus jeune femme à présenter le JT et c'est la plus jeune présentatrice du JT, hommes et femmes confondus. Tu as détrôné Yamoussa Sidibé qui à l'époque avait présenté le journal télévisé à l'âge de 24 ans. Toi tu l'as fait à l'âge de 21 ans. Donc Kadiatou Kaba, avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-nous de ton parcours. C'est-à-dire que les gens savent quand même que tu as 10 années. 10 années 10 années de parcours, hein. Tu as commencé à 15 ans, 11 ans. Donc, parle-nous de ton parcours. Alors, merci beaucoup déjà de m'inviter dans cette belle émission qui fait pas mal de ravages sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors, effectivement, j'ai présenté le journal, mon tout premier journal à l'âge de 21 ans. Je précise que j'ai commencé dans la presse en 2014. Donc, effectivement, cette année 2024, j'ai 10 ans de carrière dans la presse. Eh bien, je parlais de 2014 parce que c'est l'année à laquelle tout a vraiment commencé pour moi dans la presse. J'avais 16 ans. J'étais encore élève. Je faisais la 12e année. Et puis, voilà, j'avais 16 ans. Voilà, donc tout a commencé parce qu'il y avait Ebola. J'étais déjà dans la vie associative. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément en 2014 que j'ai vraiment commencé mes différentes activités, mais je veux dire que je me retrouve au sein d'une administration, au sein d'un contrôle, au sein d'une rédaction, pour pouvoir parler vraiment d'une activité professionnelle. C'était en 2014 et j'étais habituée à sortir tôt le matin, à rentrer tard le soir. Et quand Ebola a commencé, je me suis posé la question. En 2014, tu avais quel âge? J'avais 16 ans en 2014. 16 ans en 2014. Donc tu deviens professionnelle à l'âge de 16 ans. On doit le dire. Ouais, ok. C'était vraiment des stages parce que quand Ebola est arrivé, moi je me posais une question, à savoir, moi qui suis habituée à sortir tôt et à rentrer tard le soir, qu'est-ce que je vais faire? Et lors d'un de mes discours, je me rappelle, le directeur technique de la DTV m'avait passé sa carte de visite. Et 2 années plus tard, je l'ai contacté, donc ça c'était en 2012, pour lui dire est-ce que l'offre tenait. Parce qu'il m'avait dit que je pouvais faire carrière dans la presse. Et vu qu'il y avait Ebola, je partais plus à l'école, je faisais rien. Et moi, je voulais vraiment travailler. Je l'ai relancé, il m'a dit oui, mon offre tient. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans la presse en 2014. Pour moi, c'était vraiment un passe-temps, vu que je faisais les sciences mathématiques. L'objectif pour moi, c'était de faire les banques assurances, de travailler dans une banque, jusqu'à en devenir peut-être responsable. Je rêvais même de devenir gouverneur de la Banque centrale. Mais avec le temps, j'ai vu que les gens appréciaient mes passages à la radio. Et jusqu'ici, je me dis Kadiatou, c'est toujours un passe-temps ou désormais c'est ton travail. J'ai du mal encore à répondre à cette question, mais c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Et depuis 2014, je pense que la presse ne m'a pas lâché. Et je suis en train de devenir ce que vous tous, vous êtes en train de voir aujourd'hui. Et ce qui est choquant, bien que j'ai été dans la presse depuis le lycée, à l'université, je croyais encore à mon rêve de tu vas faire banque assurance. Donc tu as fait quoi? Tu as étudié quoi à l'université? J'ai fait banque assurance. Tu as fait banque finance. Et même mon master, c'était en banque finance assurance. Et là, je me questionne encore. Je dis, mais finalement, qu'est-ce que tu as fait? Mais je sais que c'est quelque chose qui va me servir parce que dans ce métier, tu te fais connaître. Mais après, il ne faut pas oublier de te réinventer parce qu'il y a d'autres générations qui vont venir auxquelles il faudra quand même céder la place. Bref, on en reparlera. Et donc, parle-nous
de la transition de la télé privée à la télévision nationale, parce que c'est deux mondes complètement différents. J'ai eu à travailler avec la RTG dans les temps quand j'ai démarré Top 10, parce que Top 10 a démarré sur la télévision nationale. Ouais. Donc je sais que les deux mondes sont complètement différents. Parle-nous un peu de ce changement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce changement? Alors déjà, il faut savoir que c'est une très belle question et je pense que les quelques personnes avec lesquelles il y a vraiment une confrontation, c'était un peu lié à ce changement parce que je n'étais vraiment pas prête à quitter les médias privés avec leur réalité et la RTG avec sa réalité. Par exemple, quand on est dans les privés, en termes de prod, toi tu t'intéresses que ton invité, tu prépares que ton émission, à la limite le texte, et tu arrives dans une grande maison quand même comme la RTG où non seulement tu dois préparer ton émission, tu dois chercher l'invité et en même temps tu dois chercher le réalisateur, tu dois chercher le monteur. Donc je pétais un câble tout le temps parce que je n'étais pas forcément prête à cela. Mais pourquoi tu as basculé vers la télévision nationale justement? Je suis partie à la RTG parce que là où j'étais à DTV, on avait tout le temps des problèmes d'émetteurs. C'est une télé qui ne marchait plus comme je le voulais. Et moi, j'avais pris goût à la chose. Et en réalité, c'était vraiment pas... je n'avais pas forcément décidé de partir à la RTG. Il n'y avait plus de choix, quoi. Bon, pas qu'il n'y avait plus de choix, mais moi, en partant à la RTG pour la première fois, c'était vraiment de donner une émission, d'être invité d'une émission que Yessira animait à l'époque, Colo Matin, parce que j'étais trop attachée à la culture. Pour moi, j'avais des sujets culturels à débattre, c'est comme ça que c'est parti. Donc, quand je suis partie dans cette émission en tant qu'invitée, à l'époque, la RTG se préparait aussi pour trouver des chroniqueurs pour l'émission Colo Matin, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la télévision nationale, parce qu'il paraît que ce petit passage avait accroché les responsables d'alors. Et quand je suis partie, ils m'ont fait pas mal de propositions. Moi, je leur ai dit franchement, si vous voulez que je sois chroniqueuse, laissez-moi proposer la chronique que je veux. Et dans la grille des programmes, il n'y avait pas de chronique littéraire. Et à ce moment-là, moi, j'étais plus fascinée par la littérature qu'autre chose, parce que je me disais que définitivement, la jeunesse doit pouvoir s'affirmer autrement. Et donc, dans la matinale de Colo Matin, il n'y avait pas de littérature. C'est mon arrivée qui a créé cette rubrique littéraire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, de chroniqueuse littéraire dans une émission qu'on appelle Colo Matin, à présentatrice de journal. Ça a pris combien d'années? Ça a pris combien de temps? Je suis arrivée à l'RTG en 2016, il faut le rappeler. Et pratiquement jusqu'en 2020, je faisais encore cette chronique. Donc tu as fait quand même 4 ans. Bien sûr. Tu as fait quand même 4 ans. Chaque semaine, je présentais un livre et son contenu. Chaque semaine. J'ai fait ça pendant 4 ans. Il a fallu que je vienne au journal définitivement puisqu'il y avait beaucoup de contraintes. Et parallèlement, il y a Idrissa Camara qui était à la radio, qui a quitté ce monde. Donc ça a créé ce vide à la radio nationale. Il fallait quand même trouver quelqu'un pour continuer ce travail, ce gros travail. Et donc je ne pouvais pas me retrouver en train d'animer l'émission pendant 45 minutes à la radio, en train de préparer une chronique de 15 minutes, faire l'émission de 26 minutes à la télé. Et le journal s'est ajouté à cela, il fallait me décider, il fallait faire en sorte que quelqu'un d'autre vienne. Et donc parle-moi de ce moment, lorsqu'on te propose de présenter le JT. Alors, est-ce que tu étais étonnée? Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. Raconte. Moi, tu pensais que c'était une blague ou bien tu les as regardés? En fait, je ne comprenais pas le choix. Déjà, je précise que je suis arrivée à la RTG, c'est Yamoussa Sylvé qui était directeur général. Et moi, je suis toujours du genre, je ne cherche pas un chef tant que je n'ai pas gâté quelque chose ou tant que mes droits ne sont pas brimés. Donc, Yamoussa Sidibé, quand je suis arrivée peut-être 6 mois ou 7 mois après, il y a M. Sekouba Savané qui est arrivé. Donc, Yamoussa, tout le temps qu'il avait fait, c'était mon DG, mais il ne me connaissait pas véritablement. Mais il voyait à la télé, mais il n'y avait pas vraiment cette interaction, comme tu as dit. Tu n'avais pas besoin de lui, donc tu faisais ton travail, tu n'avais pas de problème. Rencontrer le DG. Et quand le nouveau directeur général Sekouba Savané est arrivé, c'était la même chose. En fait, je me dis que j'ai un chef, si j'ai des problèmes, je remonte au chef, j'ai pas à chercher un DG, j'ai pas à truc. Donc c'est resté comme ça. Donc c'est quelqu'un que je connaissais vraiment pas. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, on n'avait pas eu de contact auparavant, sauf une fois à l'occasion des 10 ans de la libéralisation de l'audiovisuel en Guinée. Ce jour, je l'avais vu que Sanou Kefal Azizé était président de l'hôtel qui à l'époque, vite fait, mais il y avait vraiment pas de contact. Donc on me dit que ce monsieur, c'est le nouveau directeur général. Une fois, on fait une grande conférence avec tous les travailleurs de la RTG, je le vois. Je sais quand même qui est désormais mon directeur général, mais pas plus. Et un jour, mon téléphone crépite
Et puis je décroche l'appel, j'avais même pas le numéro du DG pour vous dire à quel point franchement c'était pas du tout mon dada. Après il me dit oui c'est le DG, c'est Kouba Savani, tu es à la RTG, passe à mon bureau. J'étais pas à la RTG, mais j'ai eu peur, j'ai dit pourquoi mon DG. Je pensais même qu'on venait te sanctionner, que quelque chose s'était passé. J'ai gâté quelque chose parce que on disait un peu c'est la meuf à problème qui s'entend avec personne, parce que oui. Moi, il y avait certaines rigueurs. Je ne comprenais pas certaines choses. Parce que tu étais rigoureuse, donc on te traitait de celle qui a toujours des problèmes. Des problèmes avec des gens, mais je pense que les gens sont en train de comprendre que c'était de bonnes guerres de parenthèse. Donc, en fait, je viens à son bureau, je décide de rentrer, mais j'avais très peur. Je me disais que j'avais gâté quelque chose et qu'il y avait une plainte. Il me dit, écoute, Kadiatou, ça t'intéresse de présenter le journal? J'ai dit, quoi? Ça t'intéresse de présenter le journal? J'ai dit, comment ça, DG, journal? Que Dieu m'en garde. Je commence à dire, je commence à m'affoler. Que Dieu m'en garde. RPG, là où le président regarde, là où tout le monde regarde. Non, 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 moi, le journalisme là, c'est pas ma vocation, c'est ma passion. Je dis, mais pourquoi tu t'affoles? Je dis, mais ça, je peux pas. Je dis, mais calme-toi, parce que je t'ai vu sur les réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, il y avait une chaîne qui avait son siège aux États-Unis, Star 21. Je travaille pour cette chaîne et vu que cette chaîne avait des problèmes de présentateurs et moi j'aime souvent être polyvalente, je les ai dépannés pendant 3 mois en attendant qu'ils trouvent des présentateurs. La présentation. Oui, mais c'était vraiment une présentation rapide, dépanner la chaîne en attendant que la chaîne trouve des présentateurs. Et donc le DG me dit calme-toi parce que moi j'ai vu tes présentations sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je dis non DG, c'est pas la même chose. Eux là, c'est même pas du direct. J'essaie de le décourager. Je dis, c'est même pas du direct. Eux, ils enregistrent. Je dis, non, non, c'est pas la même chose ici, c'est le direct. Je dis, je ne pourrais jamais relever ce défi. Il dit, mais pourquoi tu te sous-estimes d'autant plus que moi, j'ai pris la vidéo, je t'ai vu. Il dit, tu sais, on a un projet de rajeunissement. Il y a quelqu'un déjà qui m'avait parlé de toi. Je ne te choisis pas parce que tu es femme ou parce que, oui, tu es jeune, on a besoin de rajeunir. Mais je te choisis parce que je t'ai vu à l'œuvre. Et je sais que ça peut donner quelque chose. J'étais là, je dis, s'il vous plaît, laissez-moi réfléchir. Il dit, tu ne réfléchiras pas parce que vous n'allez pas être à l'antenne tout de suite. Il y a un formateur qui va venir, qui va vous coacher pendant des mois. C'est quand le formateur nous donne le OK et le rédacteur en chef donne son OK que tu vas passer à la télé. Donc ça t'a rassuré? Ça m'a rassurée, mais j'avais très peur parce que le challenge était énorme. Mais sauf que de l'autre côté, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient passé toute leur vie à aspirer un jour bien sûr, mais c'est une à position... devenir présentateur. Kadiatou, c'est une position prestigieuse, mais bien sûr. Je ne me rendais pas compte malheureusement. C'est un grand honneur, surtout aussi lorsqu'on parle de la télévision nationale, comme tu dis, tout le monde regarde à travers le monde. Moi, je sais que même à l'international, tout le monde se focalise sur le journal télévisé. Donc, oui. Mais moi, je ne réalisais pas en fait. Pour moi, c'était juste une corde de plus autour du cou. Mais moi, je ne voyais pas ce privilège parce qu'en réalité, je n'en avais pas rêvé. Ce n'était pas forcément un choix. Et surtout, tu te demandes comment est-ce que tu es journaliste. Parce que tu te poses autant de questions. Les gens te trouvent brillante, mais tu te dis, mais est-ce que je le suis vraiment? Même le fait que les années soient passées, même le fait que plusieurs fois tu as su relever le défi. Donc moi je ne savais pas que donc c'est comme ça en fait qu'on nous met à l'antenne après l'accord du rédacteur en chef d'alors. Mais maintenant qu'est-ce qui t'a poussé alors à accepter la position? J'ai accepté parce que je voyais un directeur général qui avait confiance en moi. Et tu as vu en lui ce que lui il a vu en toi, même si toi-même tu ne voyais pas ça. Oui. Tu vois ce que je ne comprenais pas son abnégation, je ne comprenais pas sa détermination à vouloir que je présente le journal. Je me disais, finalement, il a dû voir quelque chose en toi, Kadiatou, que tu ne vois pas. Essaye. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté d'essayer. Et figurez-vous, il paraît que les formateurs, le retour qu'il y a eu, parce qu'on était une équipe qu'on coachait, il paraît que j'étais au top 1 dans le retour de ces gens-là. Ça m'a surpris, mais agréablement, je dis, tiens, il faut y aller. C'est comme ça que je suis allée, mais j'avoue que la présentation du journal, ça m'a coûté beaucoup de choses parce que je ne savais pas que j'allais avoir beaucoup de personnes dans mon dos, étant donné que je n'ai même pas décidé d'être présentatrice de journal. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer je ne pouvais pas imaginer le nombre de personnes qui aspiraient vraiment à cela et qui me tenaient pour responsable parce que finalement le choix est tombé sur moi. Et pire, dans l'administration publique, lorsque tu es jeune d'abord, c'est les stéréotypes qui sont attachés avec les jeunes dans l'administration publique, c'est que vous êtes jeune, donc vous n'avez pas l'expérience. Je ne sais pas pourquoi les gens, c'est-à-dire
attribuent l'expérience à l'âge, alors que ça mais c'est pour ça que moi j'aime bien reprendre Pierre Corneille qui dit qu'aux Zambianais, la valeur n'attend point le nombre des années. La valeur n'attend point le nombre des années. Et non seulement, donc tu as ce côté-là, mais tu as aussi l'autre côté, tu es une femme. Absolument, et j'ai entendu beaucoup de choses quand je suis arrivée à la présentation. Les plus gentils disaient c'est la même communauté, c'est son ethnie. Les moins gentils disaient bah écoute, peut-être que c'est la meuf du boss. Des choses comme ça qui sont choquantes, à l'époque qui n'étaient pas forcément ma priorité. Mais c'est plus tard, tu apprends toutes ces choses, tu entends toutes ces choses, tu te dis waouh, comment les gens peuvent tomber. Oui, et donc tu arrives dans un. Non seulement tu arrives, mais tu réussis dans un milieu qui est traditionnellement dominé par les figures masculines, mais encore et plus âgées. Je connais notre maison mère. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Quel défi particulier as-tu rencontré en tant que jeune femme dans les médias, dans les médias publics? Alors quand je suis arrivée déjà dans la RTG, je pense que cette histoire de tu es trop jeune ne m'a pas tout de suite quittée. Mais en fait, vu que je n'étais que chroniqueuse, les gens s'en foutaient pas mal parce qu'on se dit, bon, ce n'est qu'une chronique, de toutes les façons ça va. Quoique dans la chronique aussi, je brillais quand même, vu que rendre un livre chaque semaine, c'était pas évident. Mais comme je l'ai dit, quand j'ai commencé la présentation, c'était tout de suite, elle est jeune, elle est bébé, elle n'a pas d'expérience. Et pour toi, ça a influencé, c'est-à-dire le fait que tu sois jeune et une femme, ça a influencé la perception de tes collègues? Non seulement ça a influencé la perception de mes collègues, mais moi je pense que c'était vraiment la chose sur laquelle je m'étais reposée pour dire aux gens, écoutez, on peut être jeune et brillant, on peut être jeune et révolutionnaire, on peut être jeune et apporter des choses que les autres n'ont pas apportées. Et dans ma présentation, surtout, beaucoup ont dit beaucoup de choses, mais moi j'ai voulu rester moi-même, j'ai voulu être Kadiatou Kaba, cette fille qui viendra avec ses touches, cette fille voilà, qui va rester elle-même finalement, qui va réussir à imprimer sa propre marque. Mais j'ai entendu pas mal de mots méchants tels que c'est ton bébé, elle n'est pas légitime. Comme si on a besoin d'une certaine légitimité pour présenter un journal de la Comme si tu es arrivé hier et puis tu es venu présenter aujourd'hui. Et ce qui était choquant, c'est que je n'ai pas compris la réaction des gens. Moi, c'est en 2019 que j'ai commencé la présentation du journal, soit 3 années après. Donc ça veut dire que j'ai fait 3 années à la RTG, mais la réaction des gens, comme si j'étais une inconnue, une tierce personne, qu'on avait fait parachuter de nulle part pour venir à la maison mère. Et même si c'était le cas, mais personne n'est interdit de travailler pour la RTG. Étant un média d'État, étant un média de service public, donc il dit que toute personne qui a le niveau, qui a la capacité, en tout cas de pouvoir révolutionner la chaîne, peut accéder à cette chaîne. Donc c'était bien dommage, mais moi je pense que la meilleure façon de répondre, c'était de dire aux gens, je suis jeune, mais je suis capable. Tout de suite, c'était difficile, mais je pense qu'au bout de 6 années, à travers tous les prix que vous avez vus, toutes les récompenses que vous avez vues, finalement, on a montré qu'aux Zambianais, la valeur n'atteint pas le nombre d'années et que, franchement, ce sont les plus faibles qui se reposent sur l'âge des autres pour pouvoir s'affirmer ou parler. Moi, je pense que l'âge n'est qu'un chiffre et que... Oui, tout à fait. Hein. Age is nothing but a number, comme on le dit en anglais. Et donc, comme tu dis, à 21 ans, tu commences à présenter le journal télévisé. Est-ce que tu as eu à adapter ton style ou même ta communication pour justement pallier à ces préjugés? Non, elle est jeune, elle fait trop jeune, elle fait petite fille. Parce que des fois, si on voit ça, et ça me révolte. Quand je vois des jeunes personnes dans l'administration, surtout les femmes, qui s'habillent comme des vieilles mères, je n'ai rien contre nos mamans, attention, s'il vous plaît. Mais je me dis, mais qui se vieillissent pour essayer vraiment de rentrer dans ce moule, pour parer justement à ces préjugés de « Oh non, tu es trop jeune ». Tu as eu à faire ça ou bien... Alors, il faut surtout au niveau de l'habillement. Ouais. Voilà. Alors, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé. T'imagines, t'es jeune, parfois même dans le choix de tes habits, c'est ta maman qui t'aide, tout ça, tu te retrouves à la présentation. Voilà, à un moment donné quand même, à la présentation au journal, tu sais ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre, mais je n'ai pas accepté de faire disparaître ma jeunesse. Par exemple, on me disait, tu as fait telle coiffure, ça c'est plus jeune, tu présentes le journal. Je dis, tant que c'est pas extravagant, tant que c'est pas coloré, tant que ça peut être admis, ça peut passer, je vais le faire. Après, il y a des choses aussi, je sais que c'est le journal, vu que le but c'est d'informer, je fais en sorte justement que
mon habillement ne prenne pas le dessus sur l'information, parce que sinon les gens ne vont rien comprendre. Mais définitivement, j'ai essayé d'être moi-même. Au fait, j'ai écouté certains conseils, mais vraiment des conseils constructifs, mais je ne me suis pas laissée influencer négativement par des personnes de mauvaise foi. Ça, je ne l'ai jamais fait. Et aujourd'hui, résultat, ceux qui ont été bien, ceux qui ont été sincères, ça a payé. Et parmi ces personnes, je voudrais saluer Yamoussa Sidibé, qui a vraiment été là pour moi, qui m'a coaché, Siré Djeng, quand Madame Madeleine Maka qui m'appelait tout le temps. Vraiment, ces anciens de la RTG qui avaient quitté des années et des années, les Radiassar entourés qui t'appellent pour te dire, écoute, jeune fille, tu dégages quelque chose. Il te manque juste ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Ça, c'était des causes. Ça m'a vraiment touché. Ça, c'était des critiques constructives, exactement, qui ont tout leur poids, qui ont tout leur pesant en or. Mais donc, ces rumeurs dont tu as été victime, ces ragots, ils étaient perpétués par qui, tu penses, par les femmes ou les hommes? Mais vous savez que les femmes, souvent, elles sont championnes dans ça. En général, les hommes, quand ils sont frustrés, ils te regardent, mais ils ne s'asseyent vraiment pas pour en parler. Dans ce cas de figure, les femmes sont forcément frustrées, plus que parmi celles qui aspiraient aussi à la présentation. Il y avait des femmes, donc quand tu es jeune et qu'elles ont un certain âge, quand même, se disent que peut-être ta jeunesse a joué à ta faveur. J'avoue que notre cas, effectivement, on voulait rajeunir la chaîne. Donc ma jeunesse a joué en ma faveur, mais ce n'était pas gagné d'avance. Il fallait montrer qu'en plus d'être jeune, tu as quelque chose dans la tête et que tu peux révolutionner. La chose aussi, ce n'était pas facile encore une fois. Donc tu as le public à gérer qui te regarde déjà, qui va te juger, tes collègues qui sont frustrés que tu as à gérer, ta présentation, le texte que tu dois écrire correctement pour ne pas qu'il y ait des fautes parce que les gens t'avaient à la loupe. Tu voulais vraiment t'affirmer. Donc c'était beaucoup de problèmes à la fois qu'il y avait à gérer. Mais encore une fois, force de confiance, d'abnégation et de persévérance. Je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui n'étaient pas forcément d'accord au départ commencent à être d'accord. Et je te racontais l'autre jour, ma grande, qu'il y a un des anciens ministres que je tais le nom, qui à l'époque avait tout fait pour ne pas qu'on vienne à la présentation. Et sans nous avoir vus même, il nous avait jugés sans nous avoir vus. Et plus tard, quand on a commencé la présentation, ce ministre a tenu quand même à m'inviter juste dans son bureau. Il me dit, moi je t'appelle ici pas pour autre chose, c'est juste pour te présenter des excuses parce qu'on t'a jugé sans te connaître. On ne savait pas que tu allais être un vrai régal à la télé. Aujourd'hui, ma femme et moi, quand on te regarde, on est content, on est heureux. J'ai dit, bon sang, j'allais briser une personne qui a du talent. Wow. J'ai aimé la franchise du ministre en question, où qu'il soit, il se reconnaîtra. Mais c'est pour dire, il ne faut pas tout juger les gens. Attendez voir les gens à l'action pour les juger. Absolument. Et donc, quelle était la pire des choses que tu as eu à entendre qui t'a vraiment et qui t'a vraiment ébranlé, tu t'es dit waouh, et parce que aussi ça peut venir à renforcer les appréhensions que tu avais au début parce que tu avais peur aussi du jugement, du regard des gens. Bien sûr. Tu vois un peu ce que je veux te dire, mais c'est vrai que tu avais peur du regard, du jugement des gens, mais est-ce que tu t'attendais à être jugé, c'est-à-dire à être critiqué de cette manière? J'avoue que la critique était atroce. C'était très très atroce et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui m'ébranle désormais parce que ce que j'ai connu, j'étais très jeune, 21 ans, tu fais la une de l'actualité. Jusqu'à je me retrouve dans l'une des émissions les plus suivies de la place où on te décortique, on veut parler de tes origines, de l'ethnie, est-ce que c'est pas parce que c'est une go, est-ce que peut-être d'autre part elle n'a pas aussi des mœurs légères. Donc à 21 ans, tu es victime de tout ça, finalement tout le travail que tu mènes, tout le combat que tu mènes depuis 2014. Et moi, je pense que ce qui était difficile dans mon cas, c'est que les gens m'ont jugé sans me connaître. Parce que beaucoup m'ont découvert qu'en 2019 à la télé. Alors que depuis 2014, je suis dans le métier. J'exerce le journalisme. J'ai été reporter, j'ai fait des documentaires, j'ai fait des magazines, j'ai fait des émissions radio, j'avais déjà fait des émissions télé, j'avais même présenté le journal pour une certaine chaîne. Donc je me suis rendu compte que les gens me jugeaient sans vraiment mener des enquêtes consécutives me concernant. Et donc, à cet âge-là, où tu penses que les choses vont changer positivement pour toi, tu te retrouves au sein des émissions à grande écoute, où on essaye de raconter n'importe quoi, parfois c'est même pas la vérité, où on veut bafouer tous tes efforts, toute ton énergie. J'avoue que c'est choquant, mais jusqu'à ton nom part à la présidence, le président d'alors, il a entendu mon nom sans qu'il ne sache qui j'étais. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimait les challenges. Il aimait parfois quand il y a des petits problèmes. Et je pense que lui aussi, il avait hâte quand même de voir pourquoi autant de problèmes autour de nous. Et donc, ça m'a valu ce que ça m'a valu. Mais moi, je pense que toutes ces rumeurs-là ont été tues que lorsque
j'ai décidé de faire une émission avec le président qui me l'a accordé l'année suivante, en 2020. Et donc, j'avais 22 ans maintenant. Alpha Condé, il avait donné une émission à des journalistes, mais c'était un cocktail de journalistes vite fait qui n'avait pas fait peut-être 12 minutes maximum. Mais un tête-à-tête en 11 ans, il l'a fait qu'avec moi. Et on a fait 30 minutes d'émission. Wow. Alors, quand cette émission est sortie, je pense que là, les gens ont commencé à se dire, respecter. Cette fille, il faut qu'on fasse attention avec elle parce qu'elle doit avoir la rage. Elle n'a pas froid aux yeux. Rien ne l'arrêtera dans ses rêves. Et j'ai vu certaines personnes changer de posture, à m'approcher maintenant, à mieux me connaître. Mais c'est tant mieux. Moi, je n'en veux à personne, encore une fois. Les gens peuvent se tromper de jugement. Mais le plus important, c'est quand tu te rends compte que tu as commis des erreurs. Et que tu essaies de réparer. Mais quand tu perdures, c'est qu'il y a une mauvaise foi. Et c'est ça, justement. Et ces stéréotypes, tu vois. Moi, j'ai aimé ton anecdote avec le ministre. Tu ne savais même pas que c'était ceux qui l'avaient pensé, qui l'avaient activement combattu ta nomination à ce poste. Mais qui est quand même l'honnêteté et de te dire, écoute, voici ce que j'ai pensé. Tu vois, ça c'est acceptable parce que tu peux faire un jugement, même ça, sans connaître. Mais une fois que tu te rends compte de, ok, ton jugement était erroné et que tu le corriges. Mais ceux qui perpétuent les stéréotypes, c'est ceux qui, jusqu'aujourd'hui, refusent de te donner la place que tu mérites. Tu vois ce que je veux dire? C'est ceux qui vont toujours s'asseoir quelque part quand on va dire Kadia Toukaba pour dire ah bon, elle sait on sait comment elle a commencé à la télé. Non, vous ne savez pas comment elle a commencé à la télé. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Ça, c'est vos préjugés. Il y a des gens même qui disent elle a été parachutée, bon sang de mon Dieu. Voilà, c'est ce que je dis. Donc tu vois, c'est ces gens qui malgré, parce que là aujourd'hui, au-delà même de la présentation du JT, tu es aussi écrivaine, tu as écrit 2 livres. Moi, c'est pas les idées qui me manquent, mais je sais le courage qu'il faut pour s'asseoir et écrire. Donc, jusqu'à présent, peut-être quand j'aurai 60 ans, je vais m'asseoir, je vais faire un paragraphe par jour. Tu vois ce que je veux dire? Et non seulement ça, mais au-delà de tout ça aussi, tu as créé un événement superbe autour de la lecture, le salon de la lecture. Tout ça montre des initiatives de quelqu'un qui a une vision, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Mais tu trouveras toujours ces gens, parce que tu restes encore jeune, hein, tu es une enfant. Moi, ah oui, non, tu vois ce que je veux dire? Mais tu trouveras toujours ce préjudice attaché à ton âge et aussi à ton genre. Parce que sinon, je pense pas, et corrige-moi si je me trompe, est-ce que les jeunes hommes sont victimes? Est-ce que par exemple un Yamoussa, ça il faut que je le prenne dans ce podcast pour qu'il me dise qu'à 24 ans lorsqu'il a présenté le JT, est-ce qu'il a été victime des mêmes rumeurs et ragots que toi tu as eu? Alors il a sorti pour avoir lu, parce que tu l'as dit tout de suite, je fais il a critique littéraire, il a sorti un dernier livre. À l'époque c'était pas du tout évident parce que non seulement lui aussi il brillait, mais en plus de briller, parfois quand il y avait des rencontres présidentielles et que c'est lui qu'on choisissait, effectivement, on disait non, il est trop jeune, le jeune Yamoussa, pourquoi c'est lui qui doit suivre le président? Mais encore ça va, parce qu'on dira le jeune Yamoussa, mais on ne dira pas la go du boss. La go du boss, exactement. Donc, définitivement, les stéréotypes existent, mais quand c'est la jeune fille, c'est plus compliqué parce qu'en plus de pointer du doigt ta jeunesse, parfois on va jusqu'à t'attribuer des choses qui ne sont pas forcément dans ton éducation. Et c'est là le bas blesse. Mais encore une fois, si tu te reproches de rien, je pense que ça ne t'atteint pas négativement. Au contraire, ça te donne cette rage de bien faire. Moi, Djaka, il faut que je remercie quand même toutes ces personnes qui, depuis tout ce temps, ont été là, en mal et en bien, mais surtout en mal, parce que moi, souvent, les moments de douleur, ce sont des moments vraiment où je prends les meilleures décisions, où j'entreprends, où je suis suffisamment inspirée. Quand je prends le cas du Salex, c'était la même chose. Quelqu'un m'a manqué du respect, je me suis mise à réfléchir, j'ai créé mon événement, et Dieu merci, un président de la République est venu à la 3e édition de mon événement. Il est resté au moins 30 minutes, discours, protocole, salutations. Moi, je pense que ça vaut quelque chose. Absolument. La dictée aussi, je me suis fâchée, je me suis mise à faire. Donc, mes 2 livres, on me dit que déjà tu as l'air joyeuse, tout va bien, mais quand on lit tes livres, il y a beaucoup de choses dedans. Je dis, ouais, c'est ça moi aussi. Et mes livres, en général, je les écris que quand je vais pas bien. Et donc, ça fait qu'il y a toute cette sensation, toute cette émotion. Donc, encore tu dégages. Parfois, vouloir faire du mal aux gens, vous ne savez pas que vous devenez une source de motivation pour ces personnes. Moi, c'est ma plus grande motivation, mes haters.
Parce que je dis toujours, j'ai dit, les haters sont des fans qui ne savent pas comment exprimer leur amour. C'est ça. Voilà. Non, je te dis, c'est tes haters, c'est tes plus grands fans. Parce qu'ils regardent tout ce que tu fais, ils critiquent tout ce que tu fais, ils observent tout ce que tu fais. Même tes fans ne donnent pas autant d'attention à ce que tu fais que ceux qui ne t'aiment pas. Donc oui, c'est les plus grandes fans. Et donc, quelle stratégie as-tu trouvé efficace pour surmonter justement ces stéréotypes et vraiment affirmer ta légitimité? Alors déjà, quand je suis arrivée d'abord à la présentation, puisque j'avoue que la plupart des Guinéens m'ont découvert quand même à la présentation, je dois ça à la présentation, je dois ça à M. Sekouba Savané, je dois ça à Guessira qui m'a envoyé pour la première fois à la RTG. Alors quand je suis arrivée, vu qu'il y avait des jugements, il fallait d'abord montrer aux gens, pas dans la parole, que je méritais la place qui m'avait été accordée. Et pour ça, il fallait travailler. C'est la première des choses que je me suis mise à faire. Parce que je me disais qu'on m'a fait confiance. Ça me fatigue que les femmes et les jeunes doivent toujours travailler doublement pour prouver qu'elles méritent leur place. Mais qu'est-ce que tu veux, ma grande? C'est quand même... mieux vaut encore travailler avec le temps que tu mets. Non, doublement. C'est pas travailler. C'est-à-dire, quand toi tu es la femme, tu dois travailler 3 ou 4, 5, 6 fois plus que quand c'est l'homme. Après, tu le fais pour toi-même. Moi, en général, quand je décide de travailler, de bien faire les choses, je le fais d'abord pour moi avant de le faire pour les autres. Et tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à travailler. Et au fur et à mesure que les années passaient, avec tout ce qu'on a dû voir autour, les distinctions en Guinée, à l'étranger, les gens ont quand même compris qu'elle a quand même ce petit quelque chose. Il y avait ce premier point. L'autre point, le lieu de travail, c'est pas un lieu de camaraderie, c'est pas un lieu d'amusement, c'est pas un lieu de ragot. Et l'autre chose que j'ai évité au travail, surtout dans une grande maison comme la RTG, c'est de s'asseoir, raconter des choses par-ci, par-là. Parfois, on me dit, elle est trop réservée, elle est marchée toute seule, elle n'a même pas d'amis, elle se la pète. C'est pas parce que je n'ai pas d'amis. Dans ma tête, je n'ai pas de problème je n'ai de problème avec personne, je suis en contact avec tout le monde. Je salue qui je peux saluer, je respecte qui je peux respecter ou qui je dois respecter. Mais tu ne t'assois pas au travail en train de raconter n'importe quoi parce que finalement, tu ne deviens pas productif. Donc, ça fait partie des stratégies. Il faut être professionnel. Il faut être professionnel et tout. Donc, ça fait partie vraiment des stratégies que moi, par exemple, j'ai eu à mettre en avant et surtout entreprendre par-ci, par-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut te juger parce que peut-être tu es venu à la présentation, quelqu'un t'a aidé, mais à travers des initiatives que tu pilotes depuis 4 ans, depuis 5 ans, franchement, il faut mais Kadiatou, est-ce que tu te trouves toujours en train de faire tes preuves permanemment? Parce que moi, ça fait combien d'années je suis dans ce pays avec tout ce que j'ai accompli, mais j'ai toujours le sentiment que chaque fois, c'est-à-dire je suis là à faire mes preuves, c'est-à-dire je dois prouver ma valeur, c'est-à-dire en continuant toujours à faire toutes ces œuvres, j'ai toujours l'impression que tu es toujours en train de prouver ta valeur. Oui, mais parfois c'est le pays aussi qui est comme ça. Oui. C'est le pays aussi qui est comme ça et je pense qu'il faut qu'on change un peu ça. Il n'y a même pas de plan de développement de carrière pour des gens. Chaque fois tu es seul au front, en train de batailler, en train de lutter et parfois le jour où ta lutte s'arrête, c'est ce jour où tu t'éteins. Et je pense que c'est pour ça que tous les jours il faut batailler. Et quand c'est une jeune femme ou une jeune fille, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Mais tant que c'est quelque chose qui te plaît, tant que c'est quelque chose que tu penses qui peut être utile aux autres, il faut continuer à le faire. Tu vois, tu as ta fondation Diaka Camara où tu luttes contre les violences faites aux jeunes filles. Tu es dans l'éducation, on t'a vu pendant Conakry, capitale mondiale du livre, tout ce que tu as eu à faire. Et puis des initiatives de ce genre pour faire connaître des jeunes dames qui s'affirment, des hommes aussi qui s'affirment de leur côté. Donc moi, je pense que ce sont autant d'initiatives qu'il faut que tu as fait top 10, qui a battu tous les records en Guinée. C'était une première du genre. Moi, je pense que c'était vraiment des choses que tu as eu à faire avec le temps. Et ce qui est intéressant, c'est cette innovation que tu apportes. C'est-à-dire que tu t'éternises pas forcément sur une initiative. Chaque fois que tu as quelque chose à faire, tu le fais bien. Et ce qui est intéressant, ça passe pas inaperçu. Mais finalement, c'est ça, toi. C'est pour ça que le jour où tu vas t'arrêter, les gens diront « Ah, il fallait une Diaka Camara pour le faire. » Voyez-vous. Donc, c'est un truc comme ça. Il ne faut jamais abandonner. Quoique, je n'approuve pas le fait que chaque fois, ce sont les mêmes personnes qui doivent aller au front. Définitivement, quand tu as fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans, il faut qu'il y ait des initiatives pérennes, désormais des plans adéquats. Par exemple, je t'explique, ça va être ma 14e année
j'ai fait le mannequin. J'ai fait une saison, 2 saisons, mais une émission qui a cartonné à travers le monde. Mais tu imagines que jusqu'au jour d'aujourd'hui, là maintenant je veux faire la saison 3. Mais c'est toujours un purpose, comme si tu n'as jamais fait quelque chose. Comme si saison 1 n'a pas existé, comme si saison 2 n'a pas... Tu as fait le Salek, tu as fait combien d'éditions du Salek? Mais à chaque fois que tu dois faire le Salek, c'est comme si tu n'as pas fait... Voilà, c'est comme si tu n'as pas fait tes éditions précédentes. Tu vois un peu ce que je veux dire, c'est de ça que je parle. Mais bah oui, mais justement, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que chaque fois que tu dois faire, tu as l'impression que tu reprends. Et ça, parfois, c'est le pays. Parce que de telles initiatives, quand on prend le mannequin, le mannequin, c'est ça, le mannequin, par exemple... Première télé-réalité de l'Afrique de l'Ouest francophone. Bien sûr. C'est-à-dire que il y a un ministère de tutelle normalement. C'est d'abord au ministère de tutelle de vouloir pérenniser de telles initiatives en plus de la volonté d'une structure privée que toi tu représentes pour le faire, premièrement. Donc il faut qu'il y ait cette volonté politique, étatique, mais vraiment derrière des initiatives bancables pour que demain, même quand Jaka Kamara n'est pas là, que quelqu'un d'autre puisse faire ça, que ça rentre dans le patrimoine culturel du pays. En tout cas, si ça a son impact. Et Dieu se sait que le mannequin avait tout son impact, avec tous ces experts venus de partout, à travers l'Afrique, à travers le monde pour faire de belles initiatives. Mais c'est ça le problème. Mais je pense que la plupart des organisateurs ou des initiateurs dans ce pays, des entrepreneurs, font face au même problème. Donc à ce niveau, le débat est tellement large que... Et quand on est femme encore, vous savez, parfois on te dira... Bon, c'est quand même une jolie go, hein, les petites invitations commencent. Les gens, tu vas les voir. Ah ouais, quand tu dis non, tu n'as pas de sponsoring. Tu n'as pas de sponsoring, malheureusement. Oui, on a été confrontés. En tout cas, moi, j'ai eu ma part. Ouais. Mais il y a ça, mais parfois, et c'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez m'accompagner, j'attends à la fin de l'initiative, si je dois vous accorder un déjeuner, je le fais. Et souvent, j'aime dire quelque chose aux initiateurs, surtout aux jeunes filles qui veulent entreprendre. Je dis ce que vous faites, ce n'est pas de l'aumône que vous êtes en train de demander. Exactement. Quand vous partez voir un sponsor, c'est un échange de services. Exactement. Le sponsor, tu lui dis j'ai un produit, tu peux t'afficher dessus, qui peut être rentable aussi. Et en contrepartie, moi aussi je fais ça, c'est un échange de services. C'est pas de l'aumône. Non, moi je ne tergiverse même pas. Je te présente le projet. Si tu accompagnes, tant mieux. Si tu n'accompagnes pas, écoute, c'est pas grave. Hein. C'est que ma chance n'était pas là. N'était pas là, tout simplement. Et l'année prochaine, si je peux te relancer. Je relance toujours. C'est ça. Ah non. Il faut persévérer. Il y a des gens qui sont gentils. J'ai eu des gens qui m'ont accompagné pour dire bon, écoute, tu vois là, non, je sais, toi tu vas pas, tu ne changeras pas. Bon, donc il n'y a pas de souci aussi. C'est pas forcé, tu vois, non. Mais je vais quand même t'accompagner. Il faut savoir que la première saison du mannequin m'a pris 8 ans. Wow. À faire. C'est-à-dire 8 ans de relance pour faire la saison 1. Donc, Kadia, nous allons maintenant passer à la partie interactive de cette émission. Nous allons donner la parole aux auditeurs. Ils auront des questions pour toi et tu vas répondre à ces questions. Place aux appels. Bonjour Yaka. Bonjour à l'invité. Moi, c'est Salima qui j'habite à la TV. J'ai l'habitude de suivre votre émission sur YouTube et l'annonce du thème d'aujourd'hui m'a beaucoup intéressée. Je profite de l'occasion pour dire à Diaka qu'elle est une idole pour moi. Ma question pour votre invité Diaka, M. Kadia Tougaba, est la suivante. Kadia Tougaba, quel conseil donnez-vous à une jeune femme qui aspire à entrer dans le journalisme ou à organiser des événements culturels en Guinée? Merci. Très bonne question. Alors, le journalisme, si vous voulez devenir riche, ne choisissez pas ce métier parce que ce n'est pas un métier qui vous rendra riche. C'est un métier qu'il faut pratiquer quand on est passionné, quand on aime la chose. Donc, toute personne qui veut faire du journalisme et évoluer là-dedans, il faut être très très passionné pour le réussir parce qu'il n'y a qu'avec la passion que ça peut aller, surtout dans un pays comme le nôtre. Alors, en ce qui concerne l'organisation d'événements, d'abord, il faut croire en ces initiatives, il faut croire en ces projets, il faut croire en ces rêves. Lorsque vous avez confiance au projet que vous portez, vous avez 80% de chances de réaliser ce projet. Parfois, les gens disent que non, même quand tu as des rêves, s'il n'y a pas trop d'argent, c'est compliqué. Mais la ressource humaine, c'est la ressource la plus importante. D'abord, dans la réalisation d'un projet, il s'en suivra la ressource financière et toute autre ressource qui puisse, en tout cas, s'ajouter à cela.
Donc, pour réussir d'abord un événement, il faut définitivement croire en votre vision, croire en l'événement que vous portez, en la pertinence de la chose, parce qu'il ne faut pas aussi créer un événement juste parce que vous avez envie de le créer. Essayez de voir qu'est-ce que l'événement peut apporter à votre environnement immédiat, qu'est-ce que l'événement peut apporter comme révolution, justement. Donc, c'est un peu ça. Et il faut savoir aussi la cible de ton événement, qui sont ceux qui peuvent être de potentiels partenaires, de potentiels sponsors à l'événement que vous portez. Parce que un événement peut être pertinent, mais si vous ne tapez pas à la bonne porte, vous ne trouverez pas d'accompagnement. Voilà. Parfait. Prochaine question. Allô, bonjour Yaka et bonjour Kadia Kaba. Je profite également de l'occasion pour dire bonjour à vos téléspectateurs et auditeurs. Moi, c'est Abdoulaye Gallo, je vous appelle de Coloma. Je regarde souvent votre émission podcast sur YouTube. Je trouve l'émission très intéressante. Et je profite également pour vous féliciter, vous deux, pour ce que vous faites vraiment pour l'émancipation de la femme. Et je vous encourage. Alors, j'ai une question pour l'invité Madame Kadia Kaba. La question est la suivante. Madame, s'il vous plaît, y a-t-il des mentors ou des figures inspirantes qui ont joué un rôle clé dans votre développement personnel? Et merci, j'attends ma réponse. Je vous remercie. Alors, tu as cité quelques noms tantôt, mais si tu veux revenir là-dessus. Ce sont des personnes, je veux dire, qui m'ont soutenu et encouragé. Mais en Guinée, mon véritable mentor, c'est Kémoko Touré. Voilà, cette personne m'inspire dans tout. Ah, mon tonton! C'est mon mentor. Ouais. Vraiment, je le cite très haut et fort. Il est extraordinaire. L'ancien DG de la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée. C'est le premier directeur général noir africain à diriger la CBG. Et c'est justement après le passage de Kémoko Touré à la CBG que la Guinée a compris que des Guinéens aussi pouvaient être des directeurs généraux de la CBG. Et depuis là, jusqu'à maintenant, que des Guinéens qui se relaient là-bas. Donc c'est un mentor, c'est quelqu'un qui m'inspire de par son abnégation, de par son travail acharné, de par sa franchise, de par son honnêteté. Et voilà, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui m'a vu justement évoluer dans la presse aussi. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et toutes mes activités que vous voyez, tant que Kémoko ne m'a pas parlé, tant que Kémoko ne m'a pas conseillé, je n'agis pas. Donc, tonton, tu es un grand conseiller comme ça. Ouais. Bravo, bravo. Et donc, Kadia, moi j'ai une question, parce que récemment j'ai vu sur Facebook, là où tu avais fait un post, les gens avaient signalé ta page, et donc ça avait restreint. Moi, ça m'arrive tout. Moi, c'est constant. Par exemple, des fois, je fais des posts, quand je vois 100 likes, je me rends compte qu'ils signalent. J'ai même des fois reçu des messages de Facebook, c'est-à-dire ma page est signalée de manière permanente. Donc, je ne me prends même plus, je poste, je laisse après, quand ça redescend, les trucs reprennent leur... Mais au fait, donc j'ai vu ton post au fait et ça m'a fait rire, je dis non, c'est les aléas du métier. Mais comment tu gères le stress lié à toutes ces critiques, lié à toutes ces méchancetés dont tu es souvent victime? Donc franchement, moi je ne comprends pas la méchanceté humaine, parce que tu te dis finalement tout l'effort que je suis en train de faire pour mettre à l'aise les autres, pour apporter un plus aux autres, si c'est comme ça qu'on doit te récompenser, ça n'a pas de sens. Et c'est ce que je disais dans ma publication. Les réseaux sociaux, au-delà de publier de simples photos, c'est quand même un moyen d'archiver nos souvenirs de vie les plus précieux. Parce que par moment, il faut que tu évacues certains éléments. En les mettant sur les réseaux sociaux, tu te dis que c'est un moyen d'archiver quand même tes images les plus importantes, tes souvenirs les plus importants. Mais si quelqu'un se réveille parce qu'il n'est pas de bonne humeur comme ça, il se met à signaler ta page. C'est compliqué. Et moi, vu que je ne suis pas forcément habituée à ces choses, et quand j'avais des notifications du genre dans 72 heures, on va fermer votre compte, mais ça fait flipper quand même. Tu te dis, mais finalement, tout l'effort que j'ai fourni, tout ce temps-là, si de tout doit être à l'eau comme ça, les gens sont méchants. Je pense que ça n'a pas de sens. Partageons de l'amour autour de nous. C'est très, très important. Non, quand j'ai vu, ça m'a fait marrer. Je dis, elle apprendra. Elle s'habituera. Après, ça sera un non-événement. En tout cas, pour la petite anecdote, je me souviens, c'est lorsque tu as commencé ta présentation au JT, bon, j'ai entendu tout ce qui se racontait et tout, et après, c'est Willy qui m'a parlé de Willy, il dit, mais tu te souviens pas d'elle?
quand on partait à DTV, parce que effectivement, j'ai aussi eu à travailler avec TV. Il dit, elle était là-bas. Elle dit, mais ça fait longtemps. Depuis qu'elle est petite fille, la fille est en train de faire. La fille là est à la télé. Je dis, mais attends, mais au fait, je comprends pas. Elle présente mal. Il a dit non, et en plus, c'est parce que j'avais pas encore vu ta présentation. Je dis, mais attends, est-ce qu'elle a fait un mauvais? Est-ce que c'était mauvais? Oublie même tout ce que tu viens de me raconter. Est-ce que sa présentation était mauvaise? Willy dit non. Willy dit elle a bien présenté. En plus, c'était professionnel. J'ai dit maintenant, c'est quoi le problème des gens? J'aurais pu comprendre si tu étais venu et que tu as complètement foiré. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'était horrible. Je dis ok, ça m'aurait amené à me poser la question, bon, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver là? Tu vois ce que je veux dire? Et donc après, je me souviens, je suis tombée par hasard sur toi sur le JT. Et je me rappelle, je l'ai appelé, j'ai dit allô. J'ai dit, c'est de la fille là dont tu me parles? Il me dit oui. Je dis, elle s'appelle Kadiatou Kaba. Il me dit oui. Je dis, mais elle présente comme une professionnelle. Je dis, c'est maintenant qu'elle vient de commencer le JT. Il me dit oui. Je dis, c'est d'elle on parle. Il me dit oui. Je dis, d'accord, bon. Whatever quoi. Heureusement que je n'ai pas jugé moi. J'ai dit voilà, non, je suis jamais dans le jugement facile. Non, je juge basé sur mes expériences que j'ai avec les personnes. Et c'est pour ça que je dis toujours ce podcast, on n'est pas là pour donner des leçons. Chaque invité, le thème est toujours basé sur le parcours de l'invité, c'est-à-dire c'est ton parcours professionnel, c'est tes expériences professionnelles, c'est ton vécu que tu partages ici. Donc non, je ne suis jamais dans le jugement facile. Mais voilà, donc c'est ça. Et depuis lors, j'ai eu à te rencontrer, tu m'as invité à tes événements, j'ai trouvé quelqu'un de dynamique, quelqu'un de simple et quelqu'un de très professionnel, quelqu'un qui travaille bien. Merci. Et c'est souvent ici chez nous, quand tu travailles bien, tu es professeur, oh tu es compliqué, oh mais c'est difficile de travailler avec elle. Mais je dis, mais c'est pas l'expérience que j'ai avec elle. Non, c'est parce que c'est toi, je dis non, ce n'est pas parce que c'est moi, je dis c'est parce qu'elle travaille de manière correcte. Et moi je suis toujours contente quand je vois des jeunes comme toi, compétentes. Ça veut dire au fait qu'il y a la relève, c'est-à-dire le futur aussi à assurer. Et on espère toujours voir la prochaine génération aussi qui aspire à faire mieux que ce que nous avons fait, nous surpasser, parce que ça veut dire qu'il y aura toujours des gens pour porter ce flambeau dans ce pays. Et c'est ça qu'on espère, c'est ce qu'on espère avec tout ce qu'on fait, avec toutes les initiatives qu'on soutient, qu'il y ait ces personnes qui, derrière nous, pourront faire mieux. Parce que moi, mon espoir, c'est toujours que les gens fassent mieux. En tout cas, toute personne qui aime ce pays, moi, je pense que c'est ce qui devrait être notre état d'esprit. Parce que quoi qu'on dise, l'âge, c'est en chiffres, mais en même temps, il faut savoir que plus le temps passe, plus on aura besoin de la relève. Et toute personne soucieuse de l'avenir de ce pays, je pense qu'il faut encourager quand même les personnes qui se démarquent. Mais en général, quand on est égoïste et qu'on ne pense qu'à soi, on est toujours dans le déni et c'est dommage. Et c'est ça, et ceux qui sont plus âgés que nous aussi, les aînés doivent justement s'assurer que la relève est assurée. Ok, nous sommes jeunes, comme vous le dites, mais ça ne nous empêche pas d'être nos mentors. Tu vois un peu ce que je veux dire, d'être les mentors de la nouvelle génération qui monte, afin de s'assurer que le savoir est passé. Surtout lorsqu'on parle de l'administration publique, parce que c'est différent quand même que le privé. Mais je pense que si ces aînés font c'est dans l'administration publique, une personne te dira, c'est-à-dire la personne viendra s'arrêter, la personne te crée des problèmes parce que il paraît que vous êtes croisés, tu l'as pas salué. Mais je t'ai pas salué, on s'est croisés. Salue-moi et que je te réponde pas. Il est où le problème? C'est-à-dire, c'est là tu vois qu'on dit, c'est-à-dire comme si à la limite vous êtes venu pour c'est-à-dire comme si vous êtes venu pour créer une famille, vous êtes au travail, au lieu de travailler, ils font tout sauf travailler. Mais au fait, ce que l'administration aussi publique, ce que les aînés doivent savoir, personne n'est éternel. Bien sûr. Donc c'est important de s'assurer que les gens qui te remplaceront, les gens qui prendront la relève, aient des bons souvenirs de toi. Non seulement aient des bons souvenirs de toi, mais puissent puiser de toi toutes les ressources dont ils ont besoin pour faire demain le travail mieux que toi. Parce qu'on veut toujours que la prochaine génération fasse mieux que nous. Bah ça, c'est les gens positifs. Ça, ce sont des personnes vraiment, comme je dis, qui sont positives. Mais
c'est pas pour rien. Par exemple, Mateba a dit qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de partage. Ouais. Il n'y a pas de partage. Ouais. Et c'est en cela que je salue des personnes comme Yamoussa Sidibé, comme Kemoko Touré, comme toutes ces personnes que j'ai citées, qui ont quand même compris que désormais, ils ont plus de souvenirs que d'avenir et que s'il y a des plus jeunes qui peuvent assurer dignement et fièrement cette relève, il faut les coacher, les accompagner. Et aujourd'hui, je vois, depuis qu'on se connaît, tu n'as cessé de me dire toute ta fierté, tout ton amour pour ce que je fais. Et donc ça prouve à suffisance que désormais, tu fais partie de Kemoko Touré, de Yamoussa Sidibé, de toutes ces personnes qui encouragent la jeune génération. La dernière fois, j'avais une conférence pour les femmes. Je t'ai appelé l'avant-veille. Tu me dis, mon temps, il est serré. Mais je ferai le maximum pour être là. Et tu es venu, tu as donné la conférence. Il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui t'avaient vu que sur les réseaux sociaux. C'était la première fois pour ces jeunes de te rencontrer. Et ils ont découvert une personne joviale, admirable, une personne positive. Et surtout, cette personne qui aime vraiment son travail et qui aime partager. Moi, je pense que c'est de cela qu'on a besoin. C'est pas parce que l'autre brille que tu dois l'éteindre. Ça n'a pas de sens. Tu peux briller, l'autre brille à plusieurs étoiles dans les cieux. Et donc, c'est pour ça que j'attends. La dernière fois, j'ai eu Aya Diawara dans cette émission. Je dis, j'attends l'académie Aya Diawara. Parce que c'est comme ça aussi. Apprends aux autres ce que tu as appris. Donc, c'est pour ça que j'attends aussi l'académie Kadiatou Kaba. Aya a déjà son académie, mais sauf que son académie n'a pas de nom. Parce que Aya aussi, c'est toute une autre histoire. Absolument. Elle a eu tellement de problèmes à cause de moi à la RTG. Elle l'a privilégiée. Elle la considère comme si c'était sa fille. Oui, parce qu'elle a beaucoup de... C'est ce qu'elle dit. Elle avait dit dans l'émission, elle a des stagiaires, des gens qu'elle prend sous son aile. Et moi, je fais partie de ces personnes. Mais voilà. Elle m'a vraiment ouvert la porte. Elle m'a vraiment aimé. Pay it forward, elle te l'a passé. Elle m'a aimé comme pas possible. Toi aussi, tu vas le passer. Et c'est comme ça qu'on arrive à briser ces chaînes et ces stéréotypes et tous ces préjugés. C'est qu'en faisant ce que peut-être nous, on n'a pas eu la chance selon nous, on n'a pas eu la chance de bénéficier, tu vois. Oui, c'est ça. En tout cas, je suis tellement toujours ravie de te voir. Tu es toujours une compagnie agréable parce que tu es tellement positive. Tu es toujours dans l'innovation, tu es toujours dans le bienfait et la bienfaisance. Et franchement, c'est à saluer. Et vraiment, je continuerai toujours à t'encourager. Tu es vraiment, pour moi, la relève est assurée. Avec tout ce que tu as fait, elle est plus qu'assurée, même elle est devant. Donc, franchement, moi, je t'encourage, je te félicite et bravo. Bravo. Ah non, je suis tellement fatale. Ah ouais, hein, la plus jeune. Sortez vos présentatrices JT. Parce que la nôtre, quand même, chez nous, on en a une qui est vraiment à la hauteur. Donc vraiment merci d'être passé. Merci à toi Jaka, merci de donner la force aux autres. Depuis que je te connais, tu n'as fait que me donner de la force et j'espère m'en souvenir toute ma vie. Moi je ne juge que ce que les gens m'ont fait parce qu'on raconte sur les gens. Absolument. Et je pense qu'en te côtoyant, tu es une belle personne, tu as une belle âme et continue comme ça, continue à pousser les autres vers l'avant, continue à innover, continue à nous faire vivre des choses qu'on ne connaît pas en Guinée. C'est souvent difficile d'imposer nos initiatives, surtout quand on n'en a pas l'habitude, mais vas-y, fonce quoi. En tout cas, tu es une personne qui inspire, tu m'as beaucoup inspiré, ça tu dois le savoir aussi. Et voilà, continue à inspirer d'autres jeunes comme moi, ou plus. Voilà, merci. En tout cas, très chers téléspectateurs, c'est tout pour ce nouvel épisode de On se dit tout. J'espère qu'il a été aussi inspirant pour vous qu'il a été pour moi. Et franchement, j'espère que vous avez aimé le parcours exceptionnel et inspirant d'une jeune femme présentatrice du JT. Je vais le répéter encore, à 21 ans. C'est pas donné à tout le monde, surtout de le faire avec autant de grâce et autant de professionnalisme. Donc, les jeunes femmes, Kadiatou Kaba est un super exemple pour vous. Suivez vos rêves, allez jusqu'au bout malgré les obstacles. Et justement, c'est en dépit des obstacles que vous ne devez jamais baisser les bras. Ce fut un super épisode de On se dit tout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour débattre d'un autre thème, un autre sujet, toujours plus enrichissant les uns que les autres. À bientôt.